Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle web formation. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Eh bien, on va faire le point sur quel est l'impact de l'intestin sur le surpoids. Alors je pense que vous entendez de plus en plus parler de l'intestin, ce deuxième cerveau. Et ce soir, on va essayer de voir quel est le lien qu'on peut faire entre certains surpoids et le dysfonctionnement de ce qu'on appelle l'écosystème intestinal. Alors, petite citation, c'était pour commencer, où déjà à l'époque d'Hippocrate, il disait que toutes les maladies commençaient par l'intestin, et on se rend compte que de plus en plus, dans l'avenir, on va être amené à se poser des questions sur le rôle de l'intestin, même dans les pathologies neurologiques, comme la maladie de Parkinson, où on envisage même de faire des biopsies intestinales pour pouvoir prédire l'éventuelle apparition de cette pathologie-là. Et au mieux, c'est vrai qu'on pourrait dire aussi que la santé naît dans l'intestin. Alors, on va avoir un échange de 3/4 d'heure ensemble. Et puis, alors, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Je vois le chat. Donc, soit vous pouvez attendre la fin du diaporama pour me poser vos questions. Et si en cours de route, vous avez aussi des questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à le partager dans le chat. Et puis, je prends le temps d'y répondre. Donc, on va un petit peu voir, alors avant de s'intéresser vraiment entre le lien entre le surpoids et l'intestin, on va essayer de revoir un petit peu quel est le rôle réellement de l'intestin, puisqu'il y a toute une vie au sein de l'intestin, et puis on va essayer de comprendre le rôle de ce microbiote intestinal et quel est l'impact sur notre santé. C'est bon? Donc, je pense que tout le monde m'entend bien. Donc, je n'ai pas de confirmation, vous ne m'entendez pas. Donc, je suppose, d'habitude, j'ai un petit retour d'une personne qui me dit que vous m'entendez bien, mais oui, tout va bien, on me confirme que oui. Alors, à quoi sert notre intestin dans la vie? Bonne question. On va y voir ça de plus près. Alors, lorsqu'on parle de l'intestin, il faut savoir souvent que vous allez entendre parler de plus en plus, comme je vous disais, par rapport à plein de pathologies. On va parler de l'écosystème intestinal. Et dedans, on inclut la muqueuse intestinale. Alors, sachez que dépliée, la muqueuse intestinale fait la taille d'un terrain de tennis. Donc, c'est pas rien. Qu'on trouve aussi au niveau de l'intestin cette fameuse flore intestinale. Et c'est d'elle dont on va parler tout à l'heure par rapport à la prise de poids. Mais aussi, on a un système nerveux qui s'appelle le système nerveux entérique. Alors, au niveau du cerveau, vous avez le système nerveux central. Et au niveau de l'intestin, vous avez donc le système nerveux entérique. Les deux communiquent ensemble et on verra que dans nos états émotionnels, ce système peut perturber nos émotions et voire nous faire manger plus que la normale. Et pourquoi il y a ce système nerveux? Pour digérer, pour assimiler, il faut une grande puissance d'énergie et le cerveau a trouvé que c'était plus facile de délocaliser tout ce travail en périphérie que de garder ça au niveau central. Alors, si on commence par la muqueuse intestinale, on en parlera tout à l'heure aussi, elle peut venir perturber aussi la silhouette. Alors, un de ses premiers rôles, après que les aliments aient été digérés, les nutriments, les micronutriments vont être absorbés au niveau de cette muqueuse intestinale. Pour que ça soit assimilé correctement, faut-il qu'elle soit non inflammée et que ça soit une muqueuse, on va dire, saine. Mais elle agit, on le sait, contre différents pathogènes pour pas qu'ils rentrent au niveau de notre circulation du sang. Alors, on verra tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que si la muqueuse intestinale a des micro-trous pour différentes raisons, le souci, c'est que elle va pouvoir laisser passer des agents pathogènes, des débris alimentaires qui n'ont pas lieu d'être dans la circulation du sang. Et ça peut créer un état inflammatoire qui peut faire grossir et empêcher aussi, ça fait soit grossir, mais ça peut aussi empêcher de mincir. Donc, c'est pour ça qu'on peut, en consultation naturopathie, vraiment se pencher sur quel est l'état de votre muqueuse intestinale et est-elle la problématique qui fait que vous avez un poids qui stagne depuis longtemps.
Alors, après la muqueuse, eh bien, comme je vous disais, au niveau de l'intestin, vous allez trouver cette fameuse flore intestinale. Sachez que c'est 100 milliards de bactéries. C'est 10 fois plus que de cellules que nous avons dans notre corps, donc c'est pas rien. Et chaque personne, eh bien, dispose d'un code-barre bactérien au niveau de l'intestin. C'est-à-dire que on a 2 ou 3 familles identiques, tous autant qu'on est, mais vous allez avoir des souches qui sont spécifiques à chacun de nous. Et j'ai envie de dire, on pourrait aussi nous identifier, eh bien, pas qu'avec nos empreintes, mais aussi avec, en analysant la flore intestinale. Et on va voir que cette flore peut être perturbée, peut avoir différents dysfonctionnements, différents déséquilibres, qui, elle aussi, va participer à l'embonpoint. Alors, chose qu'on verra tout à l'heure aussi, mais selon le mode d'accouchement, eh bien, tout ça peut perturber cette fameuse flore intestinale et donner des tempéraments plus à prendre du poids par rapport à d'autres. Alors, son rôle à la base de cette flore intestinale, eh bien, ça va être la fermentation de certains nutriments. Vous avez certains nutriments pour être assimilés ou pour être utilisés au niveau, eh bien, de la muqueuse intestinale, il faut qu'il soit fermenté et ça, c'est le rôle de la flore intestinale. Après, grâce à cette flore intestinale équilibrée, vous allez pouvoir fabriquer des vitamines et différentes substances qui vont être positives pour la santé. Elle permet aussi, donc c'est ce qui nous intéresse ce soir, ça tombe bien, de favoriser l'équilibre du poids et aussi de jouer sur les phénomènes de satiété. Alors, vous inquiétez pas, ça, je vous l'ai détaillé juste après. Mais aussi, chose importante, lorsque vous avez une flore intestinale qui n'est pas bien équilibrée, vous pouvez avoir aussi des problèmes immunitaires et inflammatoires. La flore intestinale a cette capacité de moduler notre immunité. Et sachez quand même, parce que ça ne se dit pas souvent, eh bien que 60% de notre immunité naît et vit dans notre intestin. Après, ça prend la voie sanguine pour se rendre dans différents lieux. Mais sachez que le cœur de notre immunité est aussi au niveau de notre intestin. Donc, des fois, lorsqu'on fait des infections à répétition, on peut se poser la question de savoir si le problème ne vient pas plutôt eh bien, de la flore intestinale. Alors, je vous disais, la flore intestinale, elle est différente pour chacun. Eh bien, vous avez 3 grandes familles, on va dire, qui vivent au sein de notre intestin. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, vous avez une première famille qui s'appelle le microbiote dominant. Ce sont on va dire, les souches les plus positives pour notre santé. Et on va y trouver différentes familles. Entre autres, bon, ben voilà, c'est des noms scientifiques, hein, un petit peu barbares peut-être pour vous, les bactériodètes et les firmicutes. Et on s'est rendu compte que les gens qui étaient minces, vous savez, ceux qui mangent tout ce qu'ils veulent sans jamais grossir, eh bien, lorsqu'on analyse leur microbiote, eh bien, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils ont une forte richesse en bactériodètes et un équilibre avec très peu de firmicutes. Ça veut dire qu'ils ont un firmicute pour 100 bactériodètes. Ça, c'est déjà ce qu'on peut constater chez les personnes minces. Après, vous avez un microbiote sous-dominant avec une souche qu'on va de plus en plus entendre parler qui s'appelle l'Akkermansia. Et aussi, les gens qui sont minces, eh bien, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils ont aussi une bonne présence de cette souche Akkermansia au sein de leur intestin. Et après, vous avez le microbiote de passage, toutes les petites bactéries eh bien, que l'on ingère à travers le fait de mettre ses mains à la bouche, avec les aliments qui équilibrent un petit peu l'ensemble. Donc, les gens minces, eh bien, ils ont plus de bactériodètes que de firmicutes dans le microbiote dominant. Et dans le microbiote sous-dominant, ils ont une bonne richesse en Akkermansia. Donc, c'est une flore intestinale plutôt équilibrée. Si l'on passe plutôt après, voilà. Si on passe plus pour les gens qui sont en surpoids, eh bien déjà, on va se rendre compte par rapport à ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure chez les personnes minces, c'est que c'est un microbiote chez les personnes minces qui est très riche de plein de souches bactériennes. Lorsqu'on analyse eh bien, la flore intestinale des personnes en surpoids, et en surpoids depuis longtemps, voire surtout depuis l'enfance, eh bien, ce qu'on va se rendre compte, c'est que le microbiote est pauvre déjà en espèces bactériennes, déjà par défaut. Leur microbiote n'a moins de souches, moins de familles par rapport aux gens minces. Mais si on regarde de plus près, si on regarde le microbiote dominant, eh bien, on va voir que c'est inversé. Là où chez les personnes minces, vous avez beaucoup de bactériodètes et très peu de firmicutes,
Eh bien, dans le microbiote d'une personne en surpoids, on va trouver plus de firmicutes et moins de bactériodidètes. Donc, c'est inversé, ça veut dire que vous avez 100 firmicutes pour un bactériodète. Après, si on va vers les souches sous-dominantes, eh bien, on va se rendre compte que l'Akkermansia est très diminuée, voire manquante. Alors là, je vous dirais, même chez les personnes carrément en obésité, on ne trouve pas ou peu cette souche. Ce qu'on a prouvé aussi scientifiquement, c'est que les personnes alors en fort surpoids, voire en obésité, eh bien, ils peuvent leur manquer jusqu'à 7, voire 8 souches de bactéries qu'on trouve chez la personne mince. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que maintenant, on commence pour différentes pathologies aussi, eh bien, à utiliser la flore intestinale de personnes saines. On fait des transferts sur des personnes avec des pathologies digestives spécifiques et on a fait aussi des tests sur les souris, même maintenant chez les humains. Et il y a une chose qui est assez étonnante, c'est qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on transférait eh bien, la flore intestinale d'une personne mince vers une personne obèse, la personne obèse ou en fort surpoids se mettait à mincir. On l'a vu chez les souris et on l'a vu chez les humains. Inversement, si on prend la flore intestinale de personnes en surpoids et qu'on le transfère à une personne mince qui n'a jamais eu de surpoids, bizarrement, elle se met à grossir. Donc, on voit bien toute l'importance eh bien, excusez-moi, Joël Hélène me dit « Je n'ai plus de son ni d'image, je n'ai plus rien ». Alors, je ne sais pas si c'est valable aussi pour les autres. Peut-être redémarrer l'ordinateur, si Hélène m'entend, je ne sais pas. Oui, donc on se rend compte de l'importance aussi de l'équilibre de la flore intestinale, puisqu'on arrive à faire mincir en transférant eh bien, le microbiote d'une personne mince vers une personne en surpoids. Et on arrive à faire grossir une personne mince si on lui transmet le microbiote d'une personne en surpoids. Donc, on voit à quel point il y a un impact sur le métabolisme de masse à travers le microbiote. OK. Tout le monde me confirme que c'est bon. Donc, peut-être qu'Hélène a un problème avec sa connexion. Alors, méfiez-vous, des fois, c'est vrai que ça peut couper. Des fois, il suffit que vous ayez une mauvaise connexion Wi-Fi. Et c'est vrai que ça ne passera pas. Donc, pour les gens qui ont des petites connexions, il ne faut pas hésiter de vous mettre carrément en filaire entre votre box et votre ordinateur. Alors, pour mieux vous expliquer aussi tout ça, donc déjà, on voit flore intestinale selon eh bien, la présence de certaines souches, la variété des souches, la quantité et de certaines souches, on impacte déjà le poids. Mais alors, si on se focalise un peu plus sur la muqueuse intestinale, eh bien, lorsque vous avez un déséquilibre de cette flore intestinale, eh bien, il y a certains aliments que vous allez manger qui doivent normalement fermenter et donner des substances qui vont pouvoir nourrir cette muqueuse intestinale pour produire certaines substances qui vous permettent de rester mince. Le souci, c'est quand vous avez un déséquilibre de votre flore intestinale, eh bien, il y a un élément, l'alimentation ne va pas pouvoir fabriquer correctement grâce à la flore intestinale, eh bien, ce qu'on appelle un acide gras à chaîne courte qui s'appelle le butyrate, qui est marqué là. Et si vous diminuez eh bien, la présence du butyrate dans votre intestin, les cellules de la muqueuse intestinale, entre autres les cellules L, ne vont plus pouvoir produire eh bien, une substance qui s'appelle le GLP1. Alors, c'est des mots voilà, un petit peu scientifiques. Mais le GLP1 est quelque chose d'important puisque c'est le carburant pour brûler eh bien, l'alimentation et le transformer correctement en énergie. Lorsqu'on fabrique correctement du butyrate, donc on fabrique le GLP1, il a plusieurs actions puisqu'il joue déjà sur l'estomac, il retarde la vidange de l'estomac, donc on a un phénomène de satiété qui dure plus longtemps, de rassasiement. Il joue au niveau du cerveau à moduler, pareil, nos sensations de satiété. Donc, on est plus vite rassasié, plus longtemps. Et en plus, il joue par différents mécanismes à réduire le stockage des graisses. Donc, lorsque vous avez une flore intestinale équilibrée, ce que vous allez manger va être transformé, va être brûlé de manière à ne pas stocker plus que la normale et avoir une sensation de satiété suffisante pour ne pas avoir des sensations ou des envies de grignoter entre les repas.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment très important. Alors, au final, d'où vient le problème de ce microbiote, de cette flore intestinale qui se dérègle? Est-ce que c'est depuis toujours? Est-ce que c'est à certaines périodes de vie? Eh bien, on va se rendre compte qu'on n'est pas tous égaux par rapport à cet équilibre. Déjà, le mode de naissance est très important, c'est-à-dire qu'un bébé qui naît par voie basse a plus de chances d'avoir un microbiote équilibré, puisque sachez que lorsqu'on naît, eh bien, on a notre tube digestif qui est stérile, et la flore intestinale va se développer grâce aux bactéries qui se trouvent au niveau vaginal en naissant par voie basse. Donc, lorsqu'on est par voie basse, déjà, on a plus de chances d'avoir un microbiote qui va être équilibré. Les enfants qui naissent, par exemple, par césarienne, ne sont pas contaminés par les bactéries qui sont présentes au niveau vaginal, mais vont être contaminés par les bactéries des mains, de l'environnement, qui ne sont pas obligatoirement les bactéries qui vont équilibrer la flore intestinale. Donc, le mode de naissance, césarienne ou pas, peut déjà conditionner la mise en place correcte ou pas du microbiote. L'absence d'allaitement, ça veut dire qu'un bébé qui est allaité a plus de chances de continuer à bien développer son microbiote qu'un enfant qui reçoit des biberons de lait de vache. Il a plus de difficultés éventuellement à faire une bonne flore intestinale. Alors après, l'alimentation, si elle est trop industrialisée, peut perturber le microbiote intestinal. Mais alors sachez que les antibiotiques, les anti-inflammatoires sont des éléments qui perturbent le microbiote, mais aussi la muqueuse intestinale. Et alors des fois, les enfants, quand ils sont tout petits, eh bien, on leur colle des sacrées tartines d'antibiotiques. Mais sachez que leur microbiote, la flore intestinale est en pleine évolution. Et à chaque fois qu'on met des antibiotiques, à chaque fois, on détruit ce microbiote et il ne peut pas s'installer correctement. L'âge de maturité de la flore intestinale, c'est à peu près 2-3 ans. À 2-3 ans, la flore intestinale arrive à sa maturité équilibrée ou non équilibrée. Et le souci, ça ne changera plus, quasiment plus, jusqu'à 60 ans environ, où là, il y aura des modifications aussi, pas obligatoirement très positives, mais il y aura de nouveau des modifications vers 60 ans. Ça veut dire que si, en tant qu'enfant, vous avez reçu des cures d'antibiotiques à outrance, vous êtes né par césarienne, vous avez eu, je sais pas moi, une alimentation pas toujours très équilibrée, vous pouvez avoir déréglé votre microbiote. Et le souci, c'est que en tant qu'adulte, vous vous trimballez ce microbiote. Et si en plus il y a du stress, si en plus il y a de nouveau des traitements, eh bien vous venez encore plus déglinguer ce microbiote. Et le risque, c'est d'amplifier le surpoids. Alors bien sûr, en modifiant votre alimentation, en évitant de prendre trop de médicaments, en étant un minimum, en réduisant votre stress, vous pouvez amener certains changements dans le fonctionnement de votre microbiote, mais ça sera toujours avec l'idée qu'il faut être dans la persévérance, parce que dès que vous arrêterez de faire ça, dès que vous retournerez dans le stress, dès que vous retournerez dans le grignotage de sucre, dès que vous prendrez différents médicaments, dont les antibiotiques, vous avez forte chance de dérégler de nouveau la flore intestinale. Les vaccins peuvent perturber aussi à outrance. Des fois, on a des enfants qui sont survaccinés parce qu'on a dépassé une date, alors on en remet, et ça peut aussi perturber la flore intestinale. Les infections digestives, les gastro, lorsqu'on va faire des voyages à l'étranger, qu'on revient avec une bonne tourista, des fois on garde certains parasites ou certaines bactéries au niveau de l'intestin, et ça peut amener aussi un dérèglement et ça peut provoquer une prise de poids après cette infection. Et puis alors le stress, qui est quand même le mal du siècle, eh bien le stress peut aussi fortement impliquer un déséquilibre de cette flore intestinale. Donc voilà toutes les causes déjà répertoriées scientifiquement qui montrent à quel point tous ces éléments-là peuvent être responsables d'une prise de poids aussi, parce que le microbiote n'est pas équilibré. Donc, ce qui va être important de faire, c'est vrai que ça va être de travailler sur vos émotions. Autant pour éviter que, vous savez, ce fameux cerveau reptilien, là, le crocodile, qui nous permet la survie, se croit tout le temps en danger et du coup vous rajoute des kilos pour vous protéger et faire face à l'adversité de la vie. Mais si vous diminuez votre stress et vos états émotionnels,
vous impacterez aussi un meilleur fonctionnement de votre flore intestinale. L'alimentation très grasse et sucrée est aussi une des causes du dérèglement du microbiote. Et le souci, c'est un cercle vicieux, c'est que plus, vous avez vu, plus le microbiote est déséquilibré, moins l'intestin va fabriquer certaines substances qui permet aussi d'avoir cette sensation de satiété après avoir mangé et de bien brûler l'alimentation. D'où le fait qu'en dehors du stress, ça peut être rageant. Vous voyez des gens qui du coup mangent tout et n'importe quoi, c'est pas obligatoirement bon pour la santé, mais mangent à part égale comme vous, reste mince et vous faites le moindre écart où il suffit que vous regardez un truc pour prendre 3 kilos. Ça peut venir du coup de la flore intestinale. Est-ce que pour cette partie-là, vous avez des questions? Parce qu'après, on va passer plus au système nerveux de l'intestin et l'impact là plutôt sur nos états émotionnels qui peuvent aussi nous faire manger plus que ce qu'il faudrait ou nous faire grignoter. Avez-vous des questions? Est-ce que, j'ai envie moi aussi peut-être de vous poser des questions, est-ce que c'est des choses que vous connaissiez, cette flore intestinale, en avez-vous déjà entendu parler? Et est-ce que vous pensez que ça avait un tel impact sur le poids et est-ce que vous avez déjà travaillé sur votre flore intestinale pour mincir? Alors, la sécrétion du butyrate, non, il n'y a pas obligatoirement de sécrétion plus le matin ou le soir. C'est quelque chose qui se fait tout au long de la journée avec les apports alimentaires. Et donc, il faut une bonne flore intestinale pour fabriquer ce fameux butyrate. Et plus on fabrique du butyrate, moins vous stockerez votre alimentation. Plus vous en manquez, plus on va dire que l'intestin se met à stocker toutes les calories qui sont dans votre alimentation. Plus vous fabriquez de butyrate, plus il va brûler l'alimentation, plus j'ai envie de dire, il va trier votre alimentation, il va prendre ce dont il a besoin et puis il va laisser le reste au niveau de l'intestin. Alors, la différence entre les pré et les probiotiques, bonne question. Alors, les prébiotiques, ce sont des fibres, souvent des fibres qui sont extraites de la racine de chicorée, entre autres, et elle sert à nourrir, si vous voulez, les grandes familles de votre flore intestinale, surtout les bifidobactéries et les lactobacillus. Donc, ce sont des fibres et ça nourrit déjà nos propres bactéries qu'on a dans l'intestin et les bactéries qui sont positives pour notre santé. À l'inverse, les probiotiques, ce sont des bactéries qui sont cultivées en laboratoire et elles vont plutôt venir, on va dire, rétablir la communication au sein d'une flore intestinale très déséquilibrée. Des fois, on va utiliser d'abord les probiotiques pour rééquilibrer la communication de votre flore intestinale pour qu'elle puisse recommuniquer entre les souches entre elles, mais qu'elle puisse recommuniquer correctement avec le système immunitaire de votre intestin et la muqueuse intestinale. Quand ça s'est fait, pour maintenir cet équilibre, on va pouvoir après donner des prébiotiques où là, on va amener des fibres et qui là vont pouvoir permettre de nourrir correctement, donc comme je vous disais tout à l'heure, les bifidobactéries et les lactobacillus. Alors, sachez qu'en parlant de prébiotiques, vous avez des aliments qui ont cette, on va dire, cette étiquette prébiotique. Vous avez tout ce qui est ail, oignon, échalote, ce sont des prébiotiques. La banane, des prébiotiques, donc ça peut être intéressant d'y penser. Vous avez le pissenlit, le salsifis, la topinambour, tous ces éléments sont des aliments prébiotiques. Après, en probiotiques, vous avez les boissons aussi fermentées, comme le kéfir, alors plutôt kéfir à l'eau qu'au lait, le kombucha, mais aussi les légumes lacto-fermentés en magasin bio. Tout ça, ce sont des éléments qui viennent nourrir et rééquilibrer aussi votre flore intestinale. Bon, je vois qu'il n'y a plus de questions, on va passer à la suite. Donc, on peut avoir une problématique de déséquilibre de la flore intestinale et qui fait que votre corps va surstocker ce que vous mangez au lieu de bien le brûler. Et vous aurez tendance à avoir très rapidement faim après votre repas puisqu'il n'y a pas une bonne sensation de satiété, ce qui manque des éléments pour avoir ce ressenti. Maintenant, vous pouvez aussi avoir des états émotionnels. Alors, des fois, dans la vie, on a des chocs émotionnels, on a des difficultés émotionnelles, mais on va se rendre compte aussi qu'à travers l'intestin, vous pouvez aussi vous sentir mal parce que votre intestin dysfonctionne, entre autres le système nerveux entérique, et que ça vient perturber aussi vos états émotionnels qui vont peut-être vous pousser à avoir plus de grignotage,
à avoir des rations alimentaires plus importantes parce que l'intestin, le système nerveux entérique, nous pose problème et du coup, il y a une répercussion sur notre comportement parce que le cerveau n'est pas bien non plus. Donc, je vous disais, on pourrait bientôt comparer le système nerveux, notre cerveau, au système nerveux qu'il y a dans notre intestin, le système nerveux entérique. Si on regarde à quelque chose près, un cerveau, ça fait environ 1,5 kg à 2 kg. Sachez que l'intestin, même la flore intestinale, c'est quand même presque 2 kg aussi dans l'intestin de bactéries. Donc, le poids. Au niveau du cerveau, on parle de système nerveux central. Au niveau de l'intestin, on parle du système nerveux entérique. Sachez quand même que dans l'intestin, vous avez 200 millions de neurones, ce qui n'est pas rien. Et comme je le disais en début de conférence, la digestion, c'est un système très complexe qui demande beaucoup d'énergie, qui demande beaucoup de messages nerveux. Et du coup, il faut une grande puissance nerveuse. Et comme je vous disais, le cerveau a trouvé plus simple de délocaliser au niveau de l'intestin que de garder ça là-haut, parce qu'il y a déjà assez de choses à gérer comme ça. Donc, il faut savoir que notre cerveau communique à longueur de temps avec notre intestin par 3 systèmes. Le système nerveux, alors on va parler du nerf vague et on parlera aussi de la sérotonine, je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler, ce fameux neurotransmetteur qui fait que s'il est manquant au niveau cérébral, on va être irritable, agacé, frustré, mais on aura envie de se jeter sur le frigo, arriver à 17-18 heures lorsqu'on rentre du travail. On aura aussi des troubles de l'endormissement, voire un mauvais sommeil, puisque la sérotonine, c'est le précurseur pour fabriquer l'hormone du sommeil qui est la mélatonine. Donc ça, on va reparler. Et puis aussi, grâce à des messagers de notre immunité intestinale, eh bien, ça communique avec le cerveau. En tous les cas, on savait depuis très très longtemps que le cerveau influençait l'intestin. Regardez, lorsqu'on est stressé, les enfants, quand ils ne veulent pas aller à l'école, souvent ils se plaignent d'avoir mal au ventre. Mais on s'est rendu compte à l'inverse que eh bien, l'état inflammatoire de l'intestin, l'irritation du système nerveux de notre intestin peut venir perturber aussi le cerveau, notre façon de voir la vie et même de fois provoquer certaines dépressions nerveuses. Et comme je vous le disais aussi tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'en faisant, parce qu'on ne peut pas aller faire une biopsie du cerveau pour savoir si les gens feront Parkinson dans 10 ou 15 ans, dans tous les cas, il y a une équipe de neurologues, je crois que c'est sur Nantes, eh bien, qui s'est rendu compte qu'en faisant une biopsie bien des neurones de l'intestin, on pouvait se rendre compte que si les neurones étaient dégradés au niveau de l'intestin, on avait la même chose au niveau cérébral et qu'on pourrait peut-être prendre plus en amont la maladie de Parkinson en charge en faisant cette biopsie et peut-être éviter aussi en se disant qu'en travaillant sur l'intestin, on peut limiter toutes ces pathologies neurodégénératives. Alors, quel lien on peut faire entre les gens qui sont très anxieux, les gens qui dépriment? Souvent, il y a des gens qui vont dire « je comprends pas, j'ai tout pour être heureux dans la vie, j'ai pas de soucis particuliers, mes enfants sont en bonne santé, mes petits-enfants, et pourtant je me sens pas bien, déprimé ». Souvent, quand on dit ça, c'est que l'intestin a aussi sa responsabilité dans le problème. Les troubles de la mémoire aussi, mais toutes les pulsions alimentaires, comme je vous disais tout à l'heure, peuvent être en lien attaché avec l'intestin. Alors, est-ce que c'est l'intestin qui provoque ou qui aggrave le problème? Est-ce que c'est la perturbation de l'écosystème intestinal qu'il faut incriminer ou est-ce que c'est notre cerveau? On va essayer de découvrir le lien. Alors, il y a 3 choses qui peuvent venir perturber votre cerveau, vos états émotionnels, vos pulsions alimentaires. Si l'intestin est inflammé, eh bien, on va voir tout à l'heure qu'un intestin inflammé amène une inflammation aussi au niveau cérébral. Et même c'est pour ça que vous l'avez peut-être déjà remarqué, lorsqu'on fait une bonne grippe, on ne va pas bien physiquement, ça c'est clair, mais on ne va pas bien non plus moralement. Ah oui, parce que lorsqu'on a la grippe, si vous voulez, notre système immunitaire, il se bat contre des virus et il crée beaucoup d'inflammation. Et lorsqu'on a une inflammation intestinale ou une inflammation due à notre immunité parce qu'on a une pathologie, ben souvent, on va voir tout à l'heure que au niveau cérébral, il se passe la même inflammation et ça a un impact sur le fonctionnement de notre cerveau. Donc, la dysbiose peut participer à l'inflammation intestinale, mais il y a aussi un autre élément,
Et puis on verra tout à l'heure aussi que l'inflammation empêche d'assimiler certains nutriments qui vont participer au bon fonctionnement cérébral. Autre chose aussi, eh bien, à force d'avoir une dysbiose, on peut aboutir à ce qu'on appelle une perméabilité intestinale. Donc on va voir ça tout à l'heure. Ce sont des micro-trous au niveau de la perméabilité, disons au niveau de l'intestin, qui va laisser passer plein de cochonneries qui ne devraient pas du tout passer. Et on verra aussi qui amène de l'inflammation, qui peut même monter au cerveau et perturber aussi le fonctionnement du cerveau. Donc ces trois éléments-là, la flore intestinale perturbée, l'intestin enflammé ou la perméabilité intestinale, aggravent le stress psychologique puisqu'il crée de l'inflammation et peut amener jusqu'à la déprime, le manque de volonté, la boulimie, l'addiction aussi à l'alcool. Bon, on va voir tous les grands perturbants cérébraux qu'on retrouve aussi dans le surpoids. Alors, lorsqu'on a un intestin enflammé, eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, on va créer de l'inflammation au niveau du cerveau qui va l'empêcher de fonctionner correctement. Et s'il ne fonctionne pas bien, c'est clair qu'on ne va pas se sentir bien dans nos baskets, on ne va pas trouver la vie très rigolote, on n'aura pas l'énergie d'avoir envie de faire sa journée. Mais on va se rendre compte que l'inflammation va aussi bloquer la fabrication des neurotransmetteurs, dopamine et sérotonine, qu'on va revoir un petit peu plus en détail dans les diapos suivantes. Mais que la perméabilité intestinale donc, peut laisser passer des débris alimentaires, des bactéries qui normalement dans l'intestin ne font pas plus de mal que ça. Mais si ça passe au niveau circulatoire, ça amplifie l'inflammation et ça peut même aller perturber le fonctionnement aussi du cerveau. Alors si on prend l'inflammation, lorsque vous avez une inflammation au niveau de l'intestin, eh bien, au bout d'un moment, vous avez la même inflammation au niveau de vos neurones. Donc, vous allez bien comprendre que du coup, on ne peut pas aller bien physiquement et moralement quand on a de l'inflammation. Le souci, c'est quand vous avez de l'inflammation en permanence au niveau cérébral, du coup, ça peut détruire les neurones. Donc, si on a ça depuis 30 ou 40 ans et qu'on arrive à l'âge du senior avec ce type de problème, déjà, même sans parler de surpoids, on a plus de fortes possibilités de développer une patho comme Alzheimer ou Parkinson que de profiter de sa retraite. Ça diminue l'hippocampe. Alors l'hippocampe, vous savez que c'est, elle est mise en avant dans la maladie d'Alzheimer. Mais cet état inflammatoire aussi va perturber donc le fonctionnement de nos neurones, pouvant amener de la dépression, des troubles de la mémoire, des risques d'Alzheimer, mais du coup les risques aussi, eh bien, d'avoir des pulsions alimentaires non contrôlées parce que notre cerveau ne fonctionne pas bien. Donc, tout intestin inflammé, alors comment on sait qu'on a un intestin inflammé? Il y a plusieurs signes. Déjà, on a souvent eh bien, des douleurs non justifiées au ventre. Des fois, on vous dit c'est dans la tête. Maintenant, on pourra dire c'est vraiment dans votre ventre que ça se passe. Voilà, ça peut être des troubles aussi d'alternance, constipation, diarrhée, selle pas très nette au quotidien qui peut montrer que vous avez aussi de l'inflammation d'un point de vue inflammation intestinale. Alors, Hélène nous rejoint. Bienvenue Hélène. Du coup, c'est enregistré, donc pour ceux qui auront manqué des petits bouts de la conférence, vous le retrouverez en replay. Et par rapport à l'inflammation, je voulais vous dire autre chose, et c'est moi qui ai un trou de mémoire ce coup-ci. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça? Bref, l'inflammation, ça va m'en revenir. L'inflammation, c'est plutôt négatif, autant pour le surpoids. Ah, c'est ça que je voulais vous dire. Par rapport au surpoids, lorsqu'on a de l'inflammation intestinale, notre foie va aussi moins bien éliminer les toxines. Donc, ça peut faire de la résistance aussi au surpoids. Donc, l'inflammation, vraiment s'en méfier. Oui, un intestin inflammé, c'est ça que je parlais. Donc, ça peut faire mal. On peut avoir, on va dire, des dérèglements du transit intestinal. On peut avoir aussi des douleurs articulaires. Voilà. Et on peut le voir aussi au niveau de la langue, en médecine chinoise. C'est qu'au niveau de la langue, on verra que bien, elle a tendance à être rouge et un petit peu comme plein de petits picots, on va s'en irriter. Ça, c'est aussi un reflet eh bien, d'inflammation qui se passe un peu plus bas dans votre ventre. Alors, Marion me demande aussi la rétention d'eau. Alors, la rétention d'eau, c'est un peu particulier parce qu'il faudrait savoir si elle est localisée. Alors, l'inflammation peut amener un mauvais fonctionnement, par exemple, véno-lymphatique et amener de la rétention d'eau. Pour repérer quel est l'organe qui dysfonctionne dans la rétention d'eau, faut que vous regardiez. Est-ce que c'est plutôt le dessus du pied qui gonfle et on va dire j'ai la marque de ma chaussure? Là, c'est plutôt la lymphe qui circule mal. Et oui, l'inflammation peut perturber le côté circulatoire.
Si c'est plutôt la cheville qui est gonflée, c'est plutôt, on va dire, le rein qui a du mal à éliminer l'eau. Là, il n'y a pas trop toujours l'impact de l'inflammation, ça peut jouer, mais c'est plus à voir avec peut-être le stress aussi, qui fait qu'on aura plus facilement de la rétention d'eau. Donc la rétention d'eau, ça va aller chercher, ça dépend. Dans le côté circulatoire, ouais, l'inflammation peut vraiment perturber. Alors, les neurotransmetteurs, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous redis, au niveau du cerveau, votre cerveau fabrique deux choses dans la journée. Le matin, il fabrique ce qu'on appelle la dopamine. Et la dopamine vous permet de vous lever, d'avoir l'envie d'aller faire votre journée, d'avoir des projets, d'aimer la vie, de prendre plaisir à ce que vous faites, même dans la routine. Voilà, vous avez des projets, des envies, vous êtes motivé. Ça, c'est aussi grâce physiquement à la dopamine que vos cerveaux fabriquent plutôt le matin. Si vous manquez de dopamine, vous n'aurez pas envie de vous lever, vous n'aurez pas envie de faire votre journée, vous aurez tendance à être déprimé et on pourra même aller chercher le plaisir de la vie dans l'alimentation, ça peut être aussi dans l'alcool, il y en a, ça va être dans les sports dangereux, mais en tous les cas, voilà, la dopamine, ça nous permet d'être plutôt motivés et de tenir nos engagements. En fin de journée, il faut qu'on se pose, puisqu'après on va aller se coucher. Votre cerveau va fabriquer ce qu'on appelle la sérotonine. La sérotonine, eh bien, c'est plutôt la zen attitude. Donc, quand on a un bon taux de sérotonine, on est plutôt calme, posé. On peut nous dire bien ce qu'on veut, ça ne nous fait pas bondir, alors que lorsqu'on manque de sérotonine, le moindre chose va nous irriter, nous agacer. Souvent, on va dire « Oh là là, je les supporte plus les enfants, ça fait trop de bruit, j'en ai marre ». Mais aussi, comme je vous disais, lorsqu'on manque de sérotonine, eh bien, on va avoir tendance à se jeter sur le frigo. Ou lorsqu'on se met à table, on ne sait plus s'arrêter. Ça peut être un signe que vous manquez de sérotonine. Et quel est le lien avec l'intestin? Eh bien, si votre intestin est inflammé, certains aliments de votre assiette qui servent à fabriquer eh bien, la dopamine et la sérotonine ne seront pas assimilés. Déjà, pour fabriquer de la dopamine, il vous faut un acide aminé qui s'appelle la tyrosine, que l'on trouve dans les protéines animales. Et il faut aussi des cofacteurs comme du magnésium, du fer, des vitamines du groupe B. Et si vous avez une inflammation intestinale, vous ne pouvez pas assimiler ces cofacteurs et ces acides aminés. Et du coup, votre cerveau ne peut pas fabriquer correctement la dopamine. Pour la sérotonine, c'est un autre acide aminé qui s'appelle le tryptophane. Et donc, c'est pareil, pour fabriquer de la sérotonine, il vous faut du tryptophane, il vous faut du magnésium, du fer, pareil, des vitamines du groupe B et différents autres éléments. Donc, dès que vous avez de l'inflammation intestinale, il y a forte probabilité que vous ne puissiez pas assimiler les éléments pour que le cerveau puisse faire correctement eh bien, cette sérotonine et cette dopamine. Donc, important de pouvoir régler ce problème-là, sinon vous ne pourrez pas aller bien. Déjà, vous n'aurez pas envie de maintenir vos objectifs de mincir. Et puis, vous serez tenté de grignoter peut-être ou de rechercher encore le plaisir dans votre alimentation parce que ces carences sont là à cause de votre intestin. Alors, je vois Marion qui dit, pour ma part, c'est mes chevilles gonflées. C'est plutôt, alors attention au sel, attention au stress qui peut empêcher à parler du cortisol. Donc, c'est plutôt bien, quand il fait froid, bien mettre une bouillotte sur les reins. Et c'est plutôt des plantes qui vont jouer sur le rein, mais il faudra peut-être chercher un peu plus loin pourquoi le rein élimine pas bien l'eau à ce niveau-là. Alors, la dopamine, non. Alors, la dopamine se fabrique plutôt au petit matin et jusqu'à vers 10-11 heures. De toute façon, le corps en fabrique toujours un petit peu puisque le soir, quand vous manquez de dopamine, vous pouvez aussi avoir le syndrome des jambes sans repos. Mais c'est plutôt sur le petit matin que la dopamine est fabriquée et surtout dans la matinée. Alors, c'est pour ça qu'on conseille de donner, oui, des protéines animales au petit déjeuner. C'est pour favoriser la fabrication de la dopamine, tout à fait. C'est complètement ça et c'est pour ça qu'on dit en fin de journée, donc plutôt au goûter, de mettre alors des fruits, des amandes, des noisettes, de la banane, plutôt pour favoriser les apports plutôt d'éléments pour fabriquer la sérotonine. Autre chose aussi, donc troisième chose, on a vu le cerveau inflammé, on l'a dysbiose tout à l'heure.
La perméabilité intestinale. Donc, lorsqu'on a une perméabilité intestinale, je vous expliquais tout à l'heure, donc ça se voit pas, mais on a des micro-trous au niveau de la paroi intestinale qui laissent passer des éléments qui ne devraient même pas rentrer dans la circulation du sang. Le souci, c'est que, le souci et l'avantage, c'est que le corps est bien fait. L'immunité qui est, on va dire, cachée derrière l'amitié, tous ces éléments, eh bien, qui passent, donc ça crée de l'inflammation. L'immunité, quand elle travaille, elle crée de l'inflammation pour se faire aider. Donc déjà, il y a un état inflammatoire qui peut, comme on l'a vu tout à l'heure, agir sur votre cerveau. Mais des fois, il y a quand même des petits éléments qui vont arriver à passer, qui vont arriver à monter jusqu'au cerveau. Et le souci, c'est qu'arrivé au cerveau, eh bien, ils vont prendre la place des endroits où devrait être la sérotonine et la dopamine. Et ça peut aussi amener des états de dépression à cause de ça. Ça peut vraiment perturber le fonctionnement du cerveau, amener de l'anxiété, des phobies, mais aussi ça peut augmenter des douleurs ostéo-articulaires, puisque ces substances vont stimuler des éléments au niveau du cerveau qui amplifient la douleur. Deux éléments dont on parle beaucoup, s'ils passent, ce sont ce qu'on appelle les exomorphines, qui proviennent des produits laitiers et qui proviennent aussi du gluten. Donc, lorsque vous avez une perméabilité intestinale et si vous consommez beaucoup de produits laitiers et beaucoup de gluten, vous avez des fortes probabilités que certaines petites substances qui auraient dû rester dans l'intestin, qui fait partie des produits laitiers, ce qu'on appelle les petits peptides, eh bien, vous avez la caséomorphine pour les produits laitiers et le glutomorphine pour le gluten, qui vont passer à travers la muqueuse intestinale, qui vont monter au niveau cérébral et qui vont venir perturber tout ce qui touche la sérotonine et la dopamine et amplifier aussi les zones qui gèrent la douleur. Et souvent, on a aussi avec ça pas mal de douleurs ostéo-articulaires. Donc, lorsqu'on a une perméabilité intestinale, il va falloir la traiter avec des plantes, des pré- ou des probiotiques, mais aussi on va demander de supprimer ou de diminuer les produits laitiers et le gluten pour éviter que ces éléments continuent à passer et viennent perturber le cerveau. On remet en cause aussi ces substances dans l'autisme et aussi la schizophrénie. Et lorsqu'on diminue, on voit aussi beaucoup de gens qui ont des résistances au surpoids, avec de forts surpoids. Quand on leur demande de diminuer le gluten et les produits laitiers sur une perméabilité intestinale, d'un seul coup, je n'ai pas envie de dire comme par miracle, mais d'un seul coup, il se passe quelque chose au niveau du poids et on commence enfin à mincir. Donc, pour résumer, il y a plusieurs possibilités et on n'est pas tous égaux face à ça. C'est une porte d'entrée supplémentaire par rapport au surpoids, puisque l'intestin peut être responsable du surpoids. Le stress avec le cortisol peut être responsable du surpoids, les médicaments, les chocs émotionnels avec le fameux cerveau reptilien qui nous promet des programmes de survie pour pouvoir nous protéger, faire face à l'adversité. On a différents éléments qui peuvent amener un surpoids. Pour moi, il n'y a pas que l'assiette, il y a différents facteurs physiologiques et psychologiques qui vont ensemble et je pense que c'est là qu'il faut aller chercher plus loin. Maintenant, on a vu que l'intestin, avec les différentes souches, peuvent être source de surpoids ou de résistance à l'amincissement, mais aussi que la muqueuse intestinale, l'état inflammatoire de l'intestin, peuvent aussi venir perturber nos états émotionnels et nous faire avoir des comportements alimentaires non justifiés. Et que ça, avec la meilleure volonté du monde, si ce n'est pas pris en charge, vous ne vous en sortirez pas tout seul. Et ce n'est pas qu'une histoire de volonté ou de manque de responsabilité de votre part, c'est aussi votre corps physique qui vous fait défaut. Alors, quand faut-il s'inquiéter de l'intestin dans le surpoids? Si vous êtes, on va revoir comme tout à l'heure, déjà si vous vous rappelez ou demandez à votre maman ou à un membre de la famille, déjà, si vous êtes né par césarienne, vous n'avez pas été obligatoirement contaminé par les bonnes bactéries qui fait que vous avez une flore intestinale avec un bon rendement. Si pendant votre enfance ou en tant qu'adulte, vous avez été facilement malade et qu'on vous a facilement donné des antibiotiques, eh bien, vous pouvez avoir flingué quelque part votre flore intestinale et qu'il va peut-être falloir faire un travail dessus et éventuellement vous faire accompagner. Si vous avez des troubles intestinaux,
avec des ballonnements, un transit irrégulier, des spasmes, des colites, eh bien, ce sont un indicateur qu'il y a quelque chose au niveau de l'intestin qui ne va pas, et ça peut être aussi, ça peut justifier vos problèmes de poids ou de résistance à mincir. Si vous ne mincissez pas, malgré bien les changements d'habitude alimentaire, la remise en mouvement, le travail sur vos émotions, il ne se passe rien. Il se peut, et j'ai vu le cas dans les gens que je suis, où il ne se passait rien, et en fin de compte, en cherchant plus loin, on s'est rendu compte que l'intestin posait vraiment problème. Lorsque vous avez ce surpoids depuis votre enfance, sans justification, c'est-à-dire on vous a dit que depuis tout bébé, oh, vous étiez un bébé qui vous portait bien ou qui était facilement avec des problèmes ORL, on peut supposer aussi que l'intestin était déjà en cause à ce moment-là. Et si votre poids est localisé au niveau du ventre, mais surtout, j'ai envie de dire, la partie basse, en dessous le nombril, si ce poids est plutôt localisé à ce niveau-là, ça montre aussi eh bien, que l'intestin dysfonctionne. Alors après, les solutions, elles sont différentes pour chacun parce qu'il faut aller vraiment chercher, est-ce que c'est de l'inflammation, est-ce que c'est une dysbiose, est-ce que c'est une perméabilité intestinale. Ça, les professionnels de santé peuvent vous aider à ça de façon générale. Mais les solutions, elles seront, comme vous m'avez posé la question tout à l'heure, pour les pré et les probiotiques. Certaines plantes en phytothérapie, comme la réglisse, le sureau, le curcuma, sont des plantes qui vont jouer sur l'inflammation, la perméabilité intestinale. Voilà. Comme je vous disais, dans votre alimentation, ça peut être de rajouter des boissons lacto-fermentées comme le kéfir, le kombucha ou les bocaux aussi alimentaires lacto-fermentés. Les aliments, je vous les ai cités tout à l'heure, mais vous allez pouvoir les renoter, qui ont un effet prébiotique comme l'ail, les oignons, la banane, le salsifis, le poireau, la tourne-pinot-gourde, le pissenlit. La pomme de terre froide aussi sont vraiment des éléments qui ont un effet prébiotique et positif pour votre santé. Alors la L-glutamine est intéressante aussi puisque c'est un acide aminé qui va être capable de d'enrayer la porosité de l'intestin. Donc ça peut être aussi une solution lorsqu'on est sûr, alors il faut se faire confirmer que vous avez une perméabilité intestinale. Ce qui peut vous donner un petit indice de vous inquiéter si vous avez une perméabilité intestinale, c'est regarder la langue, votre langue dans le miroir. Et si vous voyez qu'en dehors qu'elle soit rouge, alors je vous disais si elle est plutôt rouge avec plein de petits picots, c'est plutôt de l'inflammation. Mais si vous voyez que sur votre langue, vous avez la sensation que vous avez comme des petites fissures, comme si vous avez tailladé la langue avec une lame de rasoir ou carrément la grande forme comme une sorte de gouttière au milieu de la langue, il est fort probable que vous ayez une perméabilité intestinale. Donc, quand on aura fini la web formation, je vous encourage vivement à toutes vous mettre devant votre miroir et de regarder si vous n'auriez pas une perméabilité intestinale. Après, je vous encourage quand même vivement après à vous faire accompagner pour être sûr d'avoir tous les paramètres. Alors, Gwenaëlle, sur les plantes et la posologie, je ne pourrais pas obligatoirement donner réellement les posologies à prendre. C'est à titre indicatif pour vous montrer qu'il y a des solutions. Mais j'ai envie de dire, par exemple, si vous avez de l'hypertension et que vous avez quand même une inflammation intestinale, c'est pas le réglisse qu'il faudra prendre en premier. Ça, après, il faut peut-être voir selon vos problématiques réelles. Peut-être avec quelqu'un qui pourra mieux vous spécifier ce qui vous va le mieux. Dans tous les cas, sachez que ces plantes-là peuvent aider et souvent on les donne, quand on a une perméabilité, une inflammation intestinale, souvent ce sont des plantes qu'on donne soit sous forme de gélules, soit sous forme liquide, de concentré de plantes pour avoir un effet thérapeutique. Et sachez qu'un travail sur l'intestin, il ne faut pas se démoraliser, parce qu'un intestin, c'est minimum 6 mois de prise en charge. Souvent, c'est 1 ou 2 ans s'il y a une perméabilité intestinale. Donc, il ne faut pas relâcher ses efforts. C'est pareil, quelle quantité pour diminuer les dysbioses? C'est pareil, si c'est une dysbiose simplement par dérèglement alimentaire, ça sera plus facile à enrayer que si c'est une dysbiose par présence d'un Escherichia coli, d'une bactérie. Donc ça, là-dessus, je vais avoir du mal à vous répondre. Qui consulter pour un diagnostic d'une perméabilité? Un ou une naturopathe dans votre secteur. Choisissez quelqu'un qui est compétent dans ça, mais tout, par exemple, si je prends rien que les naturopathes ou des micronutritionnistes,
tous les naturopathes sont formés à cette prise en charge, puisque après l'assiette, c'est un des éléments dont on s'inquiète, nous, en naturopathie, c'est qu'est-ce que vous mettez dans votre assiette et après, comment va votre intestin? Est-ce qu'il assimile bien? Est-ce qu'il a une problématique? Parce que c'est l'organe qui va être le premier mis en avant dans beaucoup de pathologies, qu'elles soient articulaires, de surpoids, même dans la déprime, même dans les troubles ORL, c'est un élément intestin-foie dont on s'inquiète énormément. Donc, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, la restauration d'intestin, selon les problématiques, peut durer jusqu'à 1 voire 2 ans, on va dire, dans les prises en charge les plus lourdes, avec de fortes perméabilités intestinales. Donc, on va arriver au terme de cette conférence. En tous les cas, toujours les petits rappels. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur certains éléments physiologiques et surtout sur l'impact de nos états émotionnels et de nos conflits internes, vous avez toujours le guide Arrête de te battre, tu vas encore grossir qui est à disposition soit sur le site, soit Amazon. Après, pour ceux qui ont envie, on va dire, d'être un peu plus coachés aussi dans la prise en charge, vous avez sûrement des naturopathes autour de chez vous. Après, sachez qu'on peut aussi par Skype déjà décider certaines choses avec les consultations Skype où ça dure 1 heure plus 30 minutes 15 jours après. Donc voilà, il y a des choses qu'on peut faire aussi à échanger à distance. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions en dehors de celles que vous venez de me poser ? Alors, pour les maladies auto-immunes, on peut imaginer des délais d'1 an minimum également pour améliorer le terrain. Alors, pour régler, pour les maladies auto-immunes, ça va prendre aussi beaucoup de temps. On a quand même des états, on va dire, intermédiaires d'amélioration de l'état général au bout de 3 ou 4 mois. Mais il est clair qu'un travail sur l'immunité, c'est minimum 6 mois à 1 an, sachant que selon, on va dire, le degré d'auto-immunité, de la gravité, on va des fois ne faire qu'améliorer la qualité de vie pour certaines personnes, mais c'est déjà beaucoup. Mais il est clair que pour les maladies auto-immunes, sachant que ce sont nos anticorps qui nous attaquent, il va y avoir tout un travail sur l'intestin, sur l'assiette aussi, et que ça prendra au moins minimum 1 an, ça c'est clair. Alors, pour écouter la conférence, il n'y a pas de souci. Si tout va bien, je vois que ça, c'est toujours en train de s'enregistrer. Donc, je mettrai en ligne sur le blog et sur Facebook le lien pour revoir la conférence. Alors, oui, on peut prendre des probiotiques pour équilibrer, on va dire, la diversité de la flore intestinale et après passer plutôt sur des prébiotiques pour bien nourrir ces familles-là. Maintenant, là où je reviens, où ça peut être intéressant d'avoir des conseils de professionnels de santé, c'est que lorsqu'on parle de probiotiques, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle de famille. Souvent, je compare les probiotiques à un arbre généalogique, c'est-à-dire que, les probiotiques, c'est l'arbre généalogique, sauf que dans un arbre généalogique, vous avez différentes branches, et dans différentes branches, vous avez différentes personnes avec différents caractères qui feront différents métiers. Ce qu'il faut comprendre dans les probiotiques, c'est que vous avez des grandes familles de souches, et après, vous avez des sous-familles, et dans chaque sous-famille, vous avez des souches individuelles qui ont des spécificités soit sur l'aspect troubles digestifs, soit sur aspect plutôt cicatrisation de la muqueuse intestinale, soit modulation de l'immunité, comme on parlait tout à l'heure pour les maladies auto-immunes, soit action anti-inflammatoire, et que du coup, vous avez différents labos qui proposent différents probiotiques, mais avec des axes de travail qui sont très spécifiques, qui soient la dysbiose elle-même et avec l'inconfort digestif, plutôt après perméabilité intestinale à inflammation ou modulation de l'immunité. Donc c'est pour ça, attention à ce que vous prenez en probiotique parce que il faut vraiment cibler vos besoins à vous. Alors je vois que du coup ça a amené des réponses, ça j'en suis ravie pour vous. Merci Christine pour ton témoignage.
Alors, Marion, pour retrouver le blog, c'est facile, c'est www kilo avec un S, émotionnel avec un S.fr. Ou si des fois il a du mal à ressortir, il faut faire sinon www.les-kilo-émotionnel, toujours avec un S.fr. Par le biais de ces deux adresses, eh bien, tu pourras retrouver le blog avec tous les autres articles, toutes les autres web formations qui ont été déjà données, et puis plein d'autres choses à partager. Alors, sur les familles des probiotiques, non, hélas, il n'y a pas d'ouvrage, à part des études scientifiques un peu complexes. Il n'y a pas vraiment d'ouvrage sur les probiotiques. Je vais essayer de réfléchir comme ça, Nani, et je vais voir, parce que comme ça, je suis en train de réfléchir, il n'y a pas grand-chose qui me vient. Et puis si j'ai des idées de bouquins, du coup, je vous les mettrai directement sur le blog, si ça intéresse d'autres personnes. Mais voilà, je pense que là, vous avez une nouvelle idée de travail pour certaines. Et vraiment, le but de cet échange que je fais avec vous, c'est vraiment de partager de l'information pour vous donner un maximum d'outils pour vous permettre de réfléchir à votre cas. Parce que chacun de vous avez différentes façons de fonctionner physiologiquement, émotionnellement, et ce qui est valable pour l'une ne sera pas valable pour l'autre. Et même si je pense qu'il est important d'avoir un équilibre dans l'assiette pour notre santé, pour y trouver les vitamines, les minéraux, je pense que dans le surpoids, faut dépasser cette notion d'équilibre de l'assiette. Je crois que physiquement et disons émotionnellement, on a d'autres choses à aller chercher, et qu'en vous partageant ces informations-là, je veux vous donner des outils pour que vous réfléchissiez vers quelle direction il faut vous partiez, vous mettre la puce à l'oreille de peut-être pas pour vous toutes qui ont assisté à la formation ce soir, mais peut-être que certaines, avec tout ce qu'on s'est dit, vous pourrez la revoir, ça va vous faire un tilt en disant mais bien sûr, c'est vrai que je me trimballe ça, c'est vrai que ma mère m'a pas allaité, j'ai eu beaucoup d'antibiotiques et je comprends peut-être que ma résistance au poids ou le fait que dès que je mange, je prends tout de suite 3 kilos, a peut-être à voir réellement avec votre intestin et qu'on vous l'a jamais dit et qu'il va être temps de se pencher sur ce problème-là. Donc c'est vraiment, voilà, avec cette idée de partager de l'information et après, oui, si besoin, de vous réorienter vers des gens comme moi ou autour de votre secteur pour aussi vous aider à prendre en charge correctement le problème. Donc voilà. Je vais, s'il n'y a plus de questions, je vais vous souhaiter une très belle soirée. J'espère de pouvoir mettre en replay, allez, d'ici, surveiller, mais je pense que d'ici vraiment 48 heures, s'il n'y a pas eu de souci dans l'enregistrement, ça sera disponible sur le blog. Je vais vous réécrire de toute façon par le chat aussi toutes les informations pour trouver facilement le blog. Voilà, et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me faire suivre, soit avec le chat, là, où je vais rester encore quelques minutes connectée, soit à travers le blog. Il n'y a pas de souci là-dessus. En parlant du blog, eh bien, j'ai partagé ce soir une vidéo aussi que j'ai fait avec Chris, qui est naturopathe et qui est la créatrice du site Nanaturopathe. Peut-être que vous avez déjà entendu parler. Cette semaine, c'est la semaine de l'endométriose. On sait que le surpoids peut aggraver ce problème-là. Donc, si vous voulez aussi savoir des conseils, si vous avez du monde autour de vous qui a cette problématique-là, n'hésitez pas à renvoyer vers le blog parce qu'il y a une vidéo assez sympa de conseils naturaux sur cette pathologie qui est très, très, très invalidante. Voilà. Bon, je vais vous souhaiter une belle soirée. Et puis, on se dit à bientôt. Bye bye.